Quand ma sœur est morte, elle m'a tout laissé. Et puis, après 18 ans de silence, mes 3 enfants sont soudainement revenus, m'appelant à nouveau maman. Je voulais. Je les croyais. Vraiment. Mais quelque chose dans leur sourire me semblait avoir été pratiqué. Quelque chose dans ma poitrine. Resserré. Je pensais être trop vieux pour me laisser berner. Mais et si la véritable trahison n'était pas seulement du passé, mais attendait déjà dans mon salon, portant le visage de mon fils? J'étais encore en train de ranger les dernières cartes de condoléances lorsque l'avocat est venu. Les cendres de ma sœur n'avaient même pas refroidi. Et soudain, on s'attendait à ce que je sois assis dans un bureau du centre-ville et que j'écoute ses dernières volontés. Je n'avais pas beaucoup dormi. La maison semblait vide sans Béatrice. Pendant 19 ans, elle fut la seule constante. Chose dans ma vie après le départ de mes enfants. Elle ne m'a pas serré dans ses bras, elle ne m'a pas fait de câlin, mais elle n'est jamais partie. Ce matin-là, j'ai enfilé le tailleur bleu marine qui, selon elle, me donnait l'air d'une femme. Avec des limites. Je suis resté assis dans la voiture pendant 10 bonnes minutes avant de tourner la clé. C'était étrange. Sachant que tout ce qui lui appartenait autrefois porterait désormais mon nom. La maison, les bâtiments, les comptes. Tout ça. Je n'ai rien demandé. Je voulais juste qu'elle reste un peu. Plus longtemps. Le bureau était calme. Chaises en cuir, meubles en bois massif, le genre d'endroit où rien ne se précipitait, pas même le chagrin. Harold Bennett, son avocat de longue date. Il m'a accueilli comme une tempête familière. Une poignée de main ferme, sans bavardage. Il a fait un geste. Pour que je m'assoie et je l'ai fait, croisant mes mains sur mes genoux comme si j'étais de retour à l'église. Il commença à lire le testament ligne par ligne avec ce ton sec d'avocat qui dépouille. L'émotion, même des intentions les plus profondes. Béatrice m'a tout laissé. Chaque propriété, chaque dollar, chaque vase antique poussiéreux et chaque parcelle de millions de dollars. Terre. C'était surréaliste. Elle m'avait prévenu à sa manière. Quelques petits commentaires. Notes griffonnées dans les marges. Mais l'entendre dire à voix haute me tirait encore. Quelque chose au plus profond de moi. Il y eut un moment de silence quand Harold referma le dossier. Puis on frappa. La porte s'ouvrit et le temps s'arrêta. Grégory entra le premier, les épaules plus larges, ses cheveux plus fins. Mais cette même démarche, ce même sourire confiant, déguisé en inquiétude. Suzanne le suivit, maigre, tendu. Sourire étiré trop loin. Et Philippe, le plus jeune, planait à l'arrière comme. Il l'a toujours fait. Je ne les avais pas vus depuis 18 ans. Pas une seule fois. Pas d'appel, pas de vacances. Pas même une carte postale. Grégory a prononcé mon nom comme s'il m'avait vu la veille. Suzanne m'a appelé « maman ». Je n'ai pas répondu. Harold est resté là, surpris, mais pas assez. D'oublier ses bonnes manières. Il fit un geste vers les chaises vides. Ils s'assirent comme si c'était leur droit, comme s'ils y avaient leur place. Je pouvais sentir mon cœur battre dans du bout des doigts. Suzanne a tendu la main vers moi par-dessus la table. Je l'ai retirée sans pensant. Philippe a dit quelque chose à propos de la nécrologie. Comment il l'avait vu, comment il. J'avais prévu de venir plus tôt. Mes yeux étaient fixés sur Harold. Il me regardait. Il m'a répondu avec une question dans les yeux, mais je n'ai pas hoché la tête. Grégory a nettoyé son gorge et a dit qu'il était désolé pour tout, qu'ils étaient là maintenant, qu'ils voulaient aider. Je pense qu'il. J'ai même parlé de reconstruction. Je me souviens m'être demandé, pourquoi maintenant? Puis je me suis souvenu de ce que Béatrice m'avait dit un jour. Quand les gens arrivent soudainement, ce n'est jamais soudain. C'était prévu. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas demandé d'explication. Je les ai laissés parler. Ils ont dit qu'ils avaient changé. La vie leur avait appris des leçons. Ils voulaient redevenir une famille. Ils me demandaient si je mangeais bien, si la maison
Je me sentais trop grande maintenant, si j'avais besoin de quoi que ce soit. C'est à ce moment-là que j'ai compris que il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait du testament. Il s'agissait de tout ce que Béatrice avait laissé derrière. Harold prit finalement la parole, les remerciant de leur sollicitude, mais expliquant que le domaine avait déjà été légalement transféré. Grégory hocha lentement la tête, comme s'il s'y attendait. Cette réponse. Suzanne parut déçue, mais pas surprise. Et Philippe, lui. Il ne m'a jamais regardé dans les yeux. Après leur départ, Harold s'est tourné vers moi. Il m'a demandé si je voulais contester leur présence. J'ai dit non, car quelque chose dans leur voix me disait que ce n'était pas la dernière fois que je les verrais. Si tu m'écoutes encore, dis-moi quelque chose. Avez-vous déjà vu quelqu'un revenir dans votre vie, non pas parce que vous lui manquiez, mais parce qu'il s'est rendu compte que vous aviez quelque chose qu'il voulait? Si c'est le cas, j'espère que vous avez choisi vous-même, comme moi. Ah, restez avec moi. Cette histoire ne fait que commencer. Elle s'est produite dans le cuisine. Le jour où tout a basculé. Je me souviens de la lumière oblique sur la carrelage, la bouilloire qui commençait à siffler et Béatrice debout près de l'évier avec un verre d'eau qu'elle n'avait pas touché. Ses cheveux étaient attachés trop serrés comme toujours. Sa bouche était dessinée dans cette minceur. Ligne illisible. Elle ne m'a pas regardé en disant cela. Elle a juste fixé le forçait et dit, « Tu vas rester ici maintenant. J'ai déjà fait changer les serrures. » C'était il y a 18 ans. À l'époque, je tremblais encore de ce qui s'était passé la semaine précédente. Le soir où Grégory m'a dit, « Préparez un sac. » La façon dont Suzanne a jeté une couverture pliée par terre comme si c'était une faveur. La façon dont Philippe n'a même pas voulu dire au revoir. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré devant eux. Mais j'ai fait ce que ils ont demandé. Je suis partie de chez moi avec un sac de sport et une veste. Et j'ai marché 4 pâtés de maison dans le noir jusqu'à une station-service, essayant de me rappeler qui d'autre appelait. C'est Béatrice qui a décroché. Elle ne m'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle ne m'a pas demandé si j'allais bien. Elle m'a dit, « Reste où tu es. Tu es là. J'arrive. » Et elle est arrivée. Elle est arrivée dans cette vieille berline noire dont le moteur cliquetait comme des pièces de monnaie dans un bocal. Elle déverrouilla. J'ai ouvert la portière passager de l'intérieur et j'ai attendu. Quand je me suis assis, elle n'a pas regardé. Elle m'a juste tendu une tasse de thé en carton et nous a ramenés chez elle. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis, sous une couette que Béatrice avait pliée elle-même. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle n'a jamais. Mais le lendemain matin, il y avait des œufs frais sur le comptoir, et elle avait. J'ai rempli le réfrigérateur avec ce que j'aimais. Confiture de fraises, lait entier. Yaourt, la façon discrète dont elle se souciait. Je suis restée dans cette maison, et les saisons changeaient. Et chaque jour qui passait, elle ne me demandait plus quand je partais. On parle de la douleur comme si elle était vive, comme si elle poignardait. Mais la mienne ne ressemblait pas à ça. Elle était terne, épais, comme marcher dans l'océan tout habillé, lourd et lent et impossible à oublier. Ce n'était pas seulement la façon dont ils m'ont poussé dehors. C'était là. La façon dont ils ont fait en sorte que cela semble raisonnable, comme si c'était la prochaine étape naturelle, comme si j'aurais dû le voir venir. Grégory a dit que j'étais trop anxieux, que j'étais trop hésité. Beaucoup. Suzanne a dit que j'étais épuisant. Philippe n'a rien dit du tout. Je me souviens de la façon dont il m'a regardé la nuit dernière, comme si j'étais déjà partie. Béatrice ne m'a pas demandé de détails. Mais elle comprenait plus qu'elle ne le laissait paraître. Je pense que c'est ce qui m'a sauvée. Le silence n'était jamais indifférent. C'était un refuge. J'ai commencé à l'aider dans les maisons, rangeant les dossiers, arrosant les plantes. Elle laissait de petits mots pour moi, toujours sur du papier jaune, toujours signé avec juste une abeille.
Au début, j'ai essayé. J'ai essayé de parler davantage, de combler le silence. Mais j'ai fini par comprendre que le silence, ça pourrait être une gentillesse. Une année s'est écoulée ainsi, puis une autre. Finalement, nous avons cessé de parler de temporaire. Elle a déplacé mes affaires de la chambre d'amis à la chambre ouest, m'a donné une clé à moi. Nous avons développé notre propre rythme. Promenade matinale, liste de courses. Nous avons échangé des regards à table lorsque le présentateur du journal a dit quelque chose de ridicule. Nous n'avons jamais prononcé le mot « famille », mais je crois que nous l'avons tous les deux compris à notre manière. Ce à quoi je ne m'attendais pas, ce que je n'avais jamais imaginé. J'avais anticipé que Béatrice me laisserait tout. Elle avait d'autres options. Des cousins éloignés. D'anciens collègues, des associations caritatives qu'elle soutenait. Mais c'est moi qu'elle a choisi. Je me souviens d'une. Ce soir-là, peut-être 10 ans après mon emménagement, elle était assise dans la véranda avec un verre de vin rouge. Elle ne buvait pas. Souvent, et quand elle le faisait, elle devenait légèrement plus lâche, mais jamais sans défense. Cette nuit-là, elle a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Tu es resté. C'est tout ce qui s'est passé. Ah, tous les autres sont partis. Tu es resté. Elle l'a dit comme un fait. Ni un éloge, ni sentiment, juste quelque chose de vrai. Et c'est à cela que je m'accrochais maintenant. Assise seule dans sa cuisine, 18 ans après m'avoir sauvée, essayant de comprendre pourquoi. Mes enfants étaient revenus dans ma vie comme s'ils n'avaient pas claqué la porte derrière eux. Je me souvenais de ces mots. Tu es resté. C'est peut-être ce qui les effrayait le plus. Que j'ai survécu sans eux. Que j'avais trouvé quelque chose de plus stable, de plus fort, sans leur permission. Car, à vrai dire, je l'ai fait. Je les voulais depuis des années. J'en rêvais, je répétais des conversations dans ma tête, je pensais aux anniversaires, aux mariages, aux petits-enfants, à tous les moments que je pensais avoir manqués. Mais maintenant, ils étaient là, sans prévenir et trop gentils, disant tous les mots justes. De toutes les mauvaises manières. Ce n'étaient pas des retrouvailles qu'ils souhaitaient. C'était la récupération des choses qu'ils pensaient avoir perdues ou qu'ils pouvaient encore prendre. Et je n'étais plus la même femme qui les avait suppliés de rester. J'étais quelqu'un qui avait appris à vivre dans le silence, qui avait appris que le silence ne signifie pas l'impuissance, qui a appris que rester est parfois la chose la plus courageuse à faire. L'enveloppe n'était pas épais. C'était du papier ivoire standard, celui que Béatrice utilisait pour ses remerciements et ses cartes de vœux. Son nom était inscrit de sa propre main, en écriture inclinée, sur le devant. Aucune décoration. Pas de poids supplémentaire. Mais ma main tremblait en le tenant. Harold me l'a tendu après. La lecture du testament. Il n'a pas dit grand-chose, juste que Béatrice avait laissé des instructions pour que je le lise en privé. J'ai attendu d'être à la maison. J'avais besoin du silence de la maison pour l'ouvrir. J'avais besoin d'entendre à nouveau sa voix dans ma tête avant d'entendre ce qu'elle avait laissé derrière elle en mots. La lettre à l'intérieur était brève, 4 paragraphes. Chaque mot était choisi avec soin. Comme tout ce qu'elle a fait, elle a dit qu'elle savait que le retour de mes enfants susciterait plus que de vieux sentiments. Ce chagrin mêlé à un amour non résolu. C'était la tempête parfaite pour se sentir coupable. Elle me l'a rappelé sur un ton pragmatique. Elle seule pouvait y parvenir, que la culpabilité n'était pas la même chose que la confiance, et que pardonner ne signifiait pas oublier. Elle m'a écrit qu'elle m'avait tout légué, non seulement par amour, mais aussi par principe. Parce que j'étais celui qui était resté, parce que j'étais celui qui avait donné même. Quand je n'avais plus rien à offrir. Parce qu'elle voulait que je sache que ce que je faisais comptait. Elle concluait la lettre. Avec une phrase qui m'a fait réfléchir plus longtemps que prévu. Tu mérites de vivre sans toujours. Attendant que la prochaine porte se ferme. J'ai lu cette phrase 3 fois parce que je comprenais ce qu'elle voulait dire. Pendant des années, même chez elle, j'avais vécu comme si
On pourrait me demander de repartir. J'ai replié mon chagrin. J'ai marché sur la pointe des pieds dans des pièces silencieuses. J'ai traité sa générosité comme un prêt impossible à rembourser. Mais Béatrice avait vu. Et maintenant, malgré son départ, elle m'offrait encore quelque chose que je n'avais pas encore pleinement accepté. Un endroit où séjourner, un lieu d'appartenance. J'ai plié la lettre et l'ai placée dans le tiroir supérieur du bureau. Je me suis alors assis, et j'ai ouvert le dossier qu'Harold m'avait également donné. C'était plein de relevés bancaires, d'actes de propriété, de documents d'assurance, tout cela désormais à mon nom. Mes mains ont bougé. Je les ai parcourus comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. J'étais un coordonnateur administratif à la retraite, pas quelqu'un d'autre. Censé posséder 6 bâtiments commerciaux et des hectares de biens immobiliers, mais Béatrice n'avait laissé aucune lacune. Chaque chose avait une note, un onglet, une explication. Et puis, au fond, j'ai trouvé une enveloppe plus petite. Ni nom, ni adresse. Juste un post-it attaché qui disait « N'ouvrir que s'ils reviennent ». Elle n'était pas scellée. J'ai sorti la lettre et je l'ai lue lentement. Elle était écrite. Il y a 2 ans, Béatrice avait pressenti quelque chose avant même son diagnostic définitif. Elle se doutait que si la nouvelle de sa mort parvenait à mes enfants, ils pourraient revenir. Et elle s'y était préparée. Dans la lettre, elle détaille les mesures qu'elle a prises, les protections juridiques, la propriété. Des transferts qui ne pouvaient pas être annulés. Une clause dans ses accords commerciaux qui me désignait comme seule fiduciaire de des fonds caritatifs. Mais ce n'est pas le contenu juridique qui m'a perturbé. C'est sa clarté. Elle a écrit que les personnes qui abandonnent leurs parents, mais ils reviennent rarement pour obtenir leur amour. Ce regret est fort lorsque la richesse est impliquée, et que je ne devais pas prendre leurs larmes pour la vérité, à moins que leurs actions n'aient changé. Ces mots n'ont pas atténué la douleur dans ma poitrine, mais ils l'ont apaisée. J'ai remis les 2 lettres dans le dossier, et je les glissées dans l'armoire verrouillée près de la cheminée. Puis j'ai fait du thé, et je me suis assis dans sa chambre. Chaise, j'ai écouté le tic-tac de l'horloge, et pour la première fois depuis des jours, je me suis laissé respirer. Le lendemain matin, j'ai parcouru la propriété. La maison était située sur un terrain plat. Pente, adossée à un champ d'herbe tondu et à une rangée de pins. Béatrice l'avait toujours gardé bien rangé, pas chic, juste propre, comme elle l'aimait. Tout. Je me suis arrêté près du vieux banc de pierre sous l'orme et j'ai regardé dehors. Sur la terre. Quelque part sous tout cela se trouvait la version de moi-même qui. Je croyais que mes enfants reviendraient parce que je leur manquais. Mais cette version de moi-même s'estompait lentement depuis des années. Je n'étais pas en colère, du moins pas de la manière dont les gens s'y attendent. La colère s'était dissipée depuis longtemps. Il ne restait qu'un sentiment plus calme, non. De l'amertume, mais aussi de la distance, comme une porte doucement fermée et verrouillée de l'intérieur. Je ne les détestais pas, mais je n'avais plus besoin qu'ils me prouvent qu'ils m'aimaient. J'avais besoin de prouver quelque chose à moi-même à la place. À l'intérieur de la maison, l'air la retenait toujours. Parfum. Bois de santal et menthe. Je me suis assis à la table de la cuisine avec un carnet neuf. Je l'ai ouvert sur une page blanche et j'ai commencé à noter chaque propriété, chaque nom de locataire, chaque date de renouvellement, chaque problème en suspens qu'elle avait marqué. Non pas parce que j'avais peur de tout gérer, mais parce que j'ai décidé que je ne laisserais pas son legs se réduire à une simple transaction. Je saurais chaque détail. Je le porterai comme elle l'a fait, avec discipline, avec intégrité, avec calme. Ce soir-là, le téléphone a sonné. C'était Suzanne. J'ai laissé tomber la messagerie. Puis le texto est arrivé. On veut juste parler, maman. On pensait rester un peu plus longtemps en ville. On pourrait peut-être passer demain. J'ai regardé l'écran un long moment. Non pas que je ne m'y attendais pas, mais parce que même maintenant,
Une partie de moi voulait que cela signifie quelque chose de bien. Puis je me suis souvenu de ce que Béatrice avait dit. Tu mérites de vivre sans toujours attendre que la prochaine porte se ferme. Et j'ai posé le téléphone face cachée. Je n'étais plus la même femme qu'ils avaient laissée derrière eux, et cette fois, je n'attendrai pas. Pour qu'ils me choisissent à nouveau. Ils sont venus cet après-midi-là. J'ai entendu frapper. D'abord, calme et poli. 3 doux tours, de ceux qui sont censés sonner. Respectueux, pas désespérés. Je savais que c'était eux. Quelque chose dans ma poitrine se serra tendit. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée. J'avais déjà refusé le message de Suzanne la veille, mais je les connaissais bien. Assez pour espérer de la persévérance. Quand j'ai ouvert la porte, Grégory était le premier à sourire. Il se tenait là, vêtu d'une veste beige, les manches soigneusement retroussées. Comme s'il sortait tout juste d'une réunion d'affaires informelle. Suzanne se tenait derrière lui, serrant un sac en papier dans une boulangerie du centre-ville. Une odeur de beurre et de sucre flottait jusqu'à moi, et Philippe. Comme toujours, il était légèrement sur le côté, regardant ses chaussures jusqu'à ce Ils ont remarqué que je les fixais. Je ne me suis pas écartée pour les laisser entrer. Grégory a nettoyé son gorge. Il a dit qu'il séjournait au Lakefield Inn pendant quelques jours, juste pour se reposer, juste pour se rattraper, juste pour être près de moi après si longtemps séparés. Son ton était facile, mesuré comme s'il l'avait répété pendant le trajet. Suzanne lui offrit le sac de viennoiserie. Elle a dit qu'elle se souvenait que j'aimais les croissants. J'ai pris le sac, non pas parce que je voulais mais parce que je ne voulais pas leur donner une excuse pour s'attarder sur le porche. Ils m'ont demandé ce qu'ils voulaient. Grégory a répondu qu'il ne voulait rien. Il voulait juste prendre de mes nouvelles, s'assurer que je n'étais pas submergée, je n'étais pas trop seule. Il a mentionné que gérer un domaine comme celui de Béatrix pourrait être compliqué, et les gens pourraient essayer profiter de moi. Qu'il serait peut-être judicieux d'avoir de la famille à proximité, des gens qui... C'est Suzanne qui a ajouté la phrase qui m'a tout dit. Elle a dit, « Maman, nous ne sommes pas là pour vous combattre. Nous sommes là pour protéger ce qui nous appartient à tous. » Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert la porte plus grand et je leur ai dit qu'ils pouvaient s'asseoir. Pendant 20 minutes. Pas plus. À l'intérieur, ils marchaient lentement, jetant un coup d'œil aux meubles. Comme s'ils cherchaient des traces de leur enfance qui n'avaient jamais existé dans cette maison. J'avais préparé du thé plus tôt, mais ils n'avaient aucune intention de le leur proposer. Ils s'assirent au bord du canapé, les jambes serrées, le dos droit. Grégory se pencha légèrement en avant, croisant les mains comme s'il était sur le point de faire une présentation. Il a dit qu'ils avaient parlé avec quelqu'un, un ami d'un ami, un homme qui travaillait dans planification successorale. Il a dit que cela dépendrait de la façon dont Béatrice avait structuré sa succession. À faire, il pourrait y avoir des options, des ajustements, que si j'avais besoin d'aide pour tout gérer. Il serait heureux de vous aider. Suzanne intervint, disant que Béatrice, c'était aussi leur tante, qu'ils avaient aimée même s'ils ne le montraient pas toujours. Qu'elle n'aurait pas voulu que la succession sème la discorde au sein de la famille. J'étais assis en face d'eux, chez Béatrix. Fauteuil préféré, le bleu avec les accoudoirs en bois. Elle le cirait toujours. Elle-même. Je les laisse parler, je laisse les mots remplir la pièce, tourbillonner au bord d'eux. Tout ce qui avait été décidé depuis longtemps. Tandis que Grégory marquait une pause, attendant ma réponse, je lui ai posé une question. Pourquoi maintenant? Il cligna des yeux, puis dit qu'il ne comprenait pas. J'ai demandé à nouveau, plus lentement. Pourquoi maintenant, après 18 ans? Il a dit qu'il avait. Ils avaient tort, qu'ils avaient tous tort, qu'ils avaient laissé les choses aller trop loin, que le chagrin et la culpabilité rendaient les gens stupides. Il disait qu'ils avaient grandi, appris des choses, vécu années difficiles, qu'ils m'ont manqué. Je lui ai demandé de nommer le dernier livre que j'avais lu.
Je n'ai pas pu. J'ai demandé à Suzanne de me décrire mon plat préféré. Elle a deviné le rôti braisé. J'étais loin d'être là. J'ai demandé à Philippe de me regarder dans les yeux. Il a essayé. Il a échoué. Je me suis levée. J'ai dit. Je n'étais pas en colère. Cette colère m'avait quittée depuis des années. Je leur ai dit que je n'avais pas besoin. Leur aide. Béatrice avait tout laissé avec des instructions claires et j'avais l'intention de les suivre. Je leur ai dit que avait déjà parlé à Harold et que la succession ne disposait d'aucune échappatoire. Grégory a tenté de protester, a-t-il déclaré. Peut-être que ça valait la peine de revoir. Suzanne m'a tendu la main. J'ai reculé. Je leur ai dit qu'il leur restait 15 minutes. Ils en ont utilisé 10. Ils sont partis discrètement. Pas de voix forte, pas de scène, juste une gêne. Silence et une dernière promesse d'appeler. Quand la porte s'est refermée, je suis restée immobile. L'entrée pendant un long moment. Mon cœur ne battait pas la chamade. Je ne tremblais pas. J'étais calme, car maintenant je l'avais vu de mes propres yeux. Leur façon de bouger, leur façon de parler, les lignes répétées, les petites corrections quand l'un d'eux disait trop. Ils n'étaient pas une famille qui rentrait à la maison. C'étaient des stratèges, et je n'étais pas. Allait être une cible. Ce soir-là, j'ai fouillé dans le tiroir de vieilles notes de Béatrix. J'ai sorti le dossier marqué. Transfert définitif. J'ai examiné les actes mis à jour, les actifs retitrés, la fiducie. Paperasse. J'ai vérifié les marges où elle avait griffonné des rappels. Appelé Harold d'ici mardi, déposer des copies auprès du conseil successoral, ajouter une clause à la fiducie si nécessaire. Elle s'était préparée à cela avec sa manière calme et méticuleuse. Elle avait vu le livre de jeu avant le début du jeu, et maintenant je l'avais fait aussi. Il n'y avait plus d'illusion. Je n'étais pas la mère dont il se souvenait, ou peut-être que je ne l'avais jamais été. Ce qu'il Je me souvenais d'une femme prête à se rapetisser pour répondre à leurs besoins. Mais cette femme n'habitait plus ici. Cette maison, ce nom, cet héritage, ils appartenaient à quelqu'un qui avait appris à survivre. Sans excuse. Grégory allait réessayer. Je le sentais. Suzanne pourrait envoyer une lettre. Philippe. Je pourrais me retirer et revenir plus tard avec des mots plus doux, mais cela n'aurait aucune importance. La porte s'était ouverte. Je les avais regardés. Dans l'œil. Et je l'avais refermée, non pas par colère, mais par clarté. Et ce genre de paix une fois gagnée n'est pas quelque chose que je vais jamais rendre. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai trouvé la voiture de Grégory déjà garée de l'autre côté de la rue. Il n'était pas seul cette fois. Un homme grand, vêtu d'un blazer, se tenait à côté de lui, parlant rapidement et désignant la maison. Je ne l'ai pas reconnu, mais je n'en avais pas besoin. J'avais vu suffisamment de réunions à l'extérieur pour savoir quand quelqu'un préparait un déménagement. Je n'en avais pas besoin. J'ai ouvert les stores. J'ai préparé mon café lentement, consciemment, à la manière de Béatrice. J'étais assis à la table de la cuisine et j'ai feuilleté les dossiers. La confiance, les griffes, la protection, tout était toujours en place. Mes mains étaient stables, mais il y avait un poids froid dans ma poitrine, le genre qui ne vient pas de la peur, mais d'en savoir trop tôt. À midi, la voiture était partie. Je pensais que la journée était peut-être terminée, jusqu'à ce que le téléphone sonne. C'était Harold. Il dit. Il avait reçu un appel d'un associé junior d'un cabinet local. Apparemment, Grégory avait commencé à s'enquérir des litiges liés aux fiducies conditionnelles. Il n'avait encore rien déposé, mais il pêchait tranquillement, prudemment, essayant de voir s'il y avait une fissure dans laquelle il pourrait s'enfoncer. Harold m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'étais calme. Puis je lui ai demandé une faveur. Je lui ai demandé s'il avait des copies des lettres que Béatrice avait écrites lorsqu'elle. Il a d'abord révisé la succession,
Les biens personnels. Il a marqué une pause, puis a dit qu'il aurait. Son assistant les livrait dans l'après-midi. Je me tenais à la fenêtre et regardais. Boîte aux lettres pendant les 2 heures qui ont suivi. Quand l'enveloppe est enfin arrivée, je l'ai ouverte. Avec un couteau dans le tiroir. À l'intérieur se trouvaient les photocopies de 2 notes manuscrites, l'une adressée à Harold, l'autre à une certaine Hélène Turner. Ce nom a été tiré. Un souvenir ancien. Hélène Turner, professeure. Elle avait enseigné. Grégory, il y a des années, à l'époque où il prétendait encore être quelqu'un qu'il n'était pas. Je me souvenais qu'elle était venue chez nous. Maison il y a des décennies après que Grégory ait menti sur son admission dans une école d'honneur. Programme. Elle avait gentiment corrigé l'histoire, m'avait tendu un papier avec de l'encre rouge. Les marges et a dit, votre fils est intelligent, mais il est aussi stratégique. Vous. Il faudrait peut-être que je garde un œil là-dessus. À l'époque, j'avais été offensée. Maintenant, j'ai vu les choses telles qu'elles étaient. J'ai rappelé Harold et lui ai demandé si le professeur vivait toujours à Houston. Il m'a répondu qu'il. Je vais le découvrir. 30 minutes plus tard, il m'a envoyé une adresse par SMS. C'était à 10 pâtés de maison de chez moi. Maison. Cet après-midi-là, j'ai marché. Ça faisait du bien de bouger. Mes jambes étaient raides à cause de jour 2. Assise immobile. Les trottoirs étaient fissurés par des années de chaleur et les racines des arbres. J'ai compté les boîtes aux lettres, observé un. Un groupe d'enfants passe à vélo, se criant dessus. La vie continue. Que je l'apprécie ou non. Sa maison était en briques simples, avec des boiseries bleues. Un drapeau était accroché. À côté du porche, décoloré par le soleil. J'ai frappé une fois et j'ai attendu. 1 minute s'est écoulée. Avant que la porte ne s'ouvre. Hélène Turner n'avait pas beaucoup changé. Plus âgée, certes, mais même acuité dans son regard, même patience dans sa bouche. Elle me regarda. Un instant avant de dire « Tu es Rosalyn ». J'ai hoché la tête. Elle s'est écartée et m'a laissé. Sans un mot. La maison sentait la lavande et les livres. Nous nous sommes assis dans une. Le salon était rempli de fauteuils qui semblaient trop lourds à déplacer, mais qui étaient pourtant réconfortants. Elle versa du thé. Je ne demandais rien. Pour ça. Elle le savait, c'est tout. On a parlé pendant près d'1 heure. Je lui ai tout raconté. La réapparition, les visites, l'homme en blazer, les menaces subtiles. Elle. J'ai écouté sans interruption, sauf pour demander des dates, des noms, des horaires. Puis elle tendit la main derrière l'accoudoir et en sortit un dossier. À l'intérieur se trouvaient 3 pages dactylographiées, étiquetées et annotées. Elle a dit qu'elle avait gardé une trace, qu'elle n'avait jamais jeté les dossiers de l'époque où Grégory était son élève, qu'il y avait. Il y avait eu des irrégularités à l'époque, du plagiat, des citations manipulées. Même une plainte d'un camarade de classe selon laquelle il avait soumis le travail de quelqu'un d'autre, rien n'a jamais été prouvé. Rien n'a été formellement prouvé. Déposé, mais suffisamment pour rester gravé dans sa mémoire. Elle a dit que Béatrice avait contacté. Il y a 2 ans. Juste une rencontre autour d'un déjeuner. Béatrice lui avait demandé ce qu'elle. Je m'en souvenais. Hélène lui avait tout raconté. Béatrice n'avait jamais précisé pourquoi elle posait cette question. Mais maintenant, nous comprenions toutes les deux. Je lui ai demandé si elle serait prête à écrire une déclaration, pas juridique, juste personnelle. Quelque chose qui montrait un motif. Elle a dit qu'elle l'avait déjà. Elle l'a fait glisser sur la table. Elle y décrivait le comportement de Grégory au fil des ans, non pas comme une mère le ferait, mais en tant qu'éducateur, en tant que quelqu'un qui avait vu la différence entre l'ambition et manipulation, entre génie et calcul. Elle décrivait comment le charme pouvait être utilisé. Comme un masque, comment les mots pourraient être des armes lorsqu'ils sont maniés sans conscience. Je tenais la lettre sur mes genoux et la regardais. Elle disait que Béatrice avait voulu que je avoir du soutien,
pas seulement juridique, mais morale, émotionnelle. Des gens qui pourraient me rappeler que choisir la distance est parfois la forme la plus dangereuse d'autopréservation. Je les remerciais, non pas avec des mots, mais avec la façon dont je me tenais, la façon dont j'ai plié le lettre avec soin, la façon dont je la regardais dans les yeux et ne détournais pas le regard. Cette nuit-là, j'ai dormi 6 heures d'affilée. Pas de rêve, pas de souvenir, juste du repos. Car l'armure se construisait, non par haine, mais par connaissance. Connaître. La vérité seule ne vous protège pas. Parfois, il faut des preuves. Parfois, il faut de la mémoire. Parfois, il faut un témoin. Et parfois, il faut arrêter de laisser l'espoir prendre le pas sur l'histoire. Sous la douce lumière du matin, je me suis assis au bureau de Beata Triquet. J'ai ouvert le dossier Manille où j'avais commencé à rassembler tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Les documents de fiducie, le mot d'Hélène, les copies de chaque message envoyé par Grégory, des notes que j'avais griffonnées après chacune de leurs visites. Cela semblait être un fouillis pour tout le monde. Sinon, mais pour moi c'était une armure. Une armure silencieuse, mesurée, indéniable. Ce matin-là, j'ai rappelé Harold. Il était calme, comme toujours. Il m'a demandé si j'avais dormi. Je lui ai dit la vérité. Je l'avais enfin fait, mais pas parce que les choses allaient mieux. Parce que j'ai été plus claire. Je lui ai parlé de la rencontre avec Hélène. Je lui ai dit ce que Grégory avait évoqué discrètement. Derrière mon dos. Harold a dit qu'il n'était pas surpris. Il a dit, « Rosalyn, c'est le stade où les gens commencent à sourire davantage. Lorsqu'ils réalisent que la pression ne fonctionne pas, ils tentent à nouveau le charme. Poli. Charme. » J'ai raccroché et attendu. À midi, Suzanne est arrivée seule. Elle a apporté des fleurs cette fois, des tulipes jaunes, un peu fanées sur les bords. J'ai ouvert la porte juste assez pour lui cacher la vue du salon. Elle a souri comme si nous étions. Elle a dit qu'elle voulait juste voir comment j'allais. Elle a dit qu'elle. Je me suis souvenu que j'adorais les tulipes au printemps. Je n'ai pas pris la peine de la corriger. C'était les pipis que j'adorais. Béatrice les avait fait pousser dans le jardin. Moi, non. Je l'ai invitée à entrer. Je lui ai plutôt demandé ce qu'elle voulait. Elle a hésité, puis m'a demandé si j'avais eu des nouvelles de Grégory. Je lui ai dit que non, récemment. Elle m'a dit qu'il était stressé. Il avait étudié les choses, mais ce n'était pas par cupidité. C'était par peur. Que les domaines de cette taille attirent les mauvaises personnes, les opportunistes. Qu'il voulait juste s'assurer que j'étais protégée, que nous l'étions tous. Elle. J'ai insisté sur le mot « nous ». Je lui ai dit que j'allais bien, que tout était en ordre. Elle. Elle a bougé comme si elle se préparait à un discours. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublie jamais. Elle a dit « Je sais que tu penses qu'on va revenir maintenant à cause de l'héritage, mais peut-être que nous sommes de retour parce que nous regrettons ce que nous avons fait. Peut-être que les gens changent. Peut-être. Nous avons changé. » Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai demandé de nommer la rue dans laquelle j'ai déménagé. Après que Béatrice m'ait accueilli. Elle cligna des yeux, sa bouche s'ouvrit, se ferma. Je lui ai dit que c'était Willow Glen Road. Que j'y avais vécu pendant 3 ans, que non. Elle avait écrit un jour que lorsque Béatrice leur avait envoyé mon adresse, les 3 lettres étaient revenues sans être ouvertes. Elle n'a pas répondu. Je lui ai dit que je ne croyais pas que les gens changent juste parce qu'il y a de l'argent impliqué. Je lui ai dit, le regret est une chose silencieuse. Il ne frappe pas à ta porte. Avec des fleurs. Je la remerciai pour les tulipes et fermai doucement la porte. Ce soir-là, Grégory a appelé. J'ai laissé sonner. Puis Philippe a laissé un message vocal. Il a dit qu'il voulait parler. Pas de la fiducie. Du passé, de la guérison. Sa voix tremblait légèrement, comme s'il avait. J'ai répété trop de versions avant de choisir celle-ci. Je n'ai pas rappelé.
J'ai plutôt rendu visite à Mlelan, directrice de l'association locale pour les femmes. Béatrice avait financé pendant des années. Nous nous étions rencontrés à quelques reprises lors de collectes de fonds, mais je n'avais jamais parlé profondément. Je lui ai apporté une boîte de biscuits au citron, ce que Béatrice envoyait chaque printemps. Mlelan m'a accueilli dans son bureau, un espace chaleureux rempli de livres et de photos des femmes qu'elle avait aidées. M'a écouté pendant que je lui racontais tout, pas seulement les événements récents, mais aussi les événements à long terme. Le silence, les années d'absence, le vide que j'avais enfoui sous les routines. Elle écoutait sans pitié, juste avec attention. Et quand j'ai eu fini, elle nous a servi du thé à tous les deux et a dit doucement, « Vous savez, parfois l'absence de mal n'est pas la même chose que l'amour. » J'ai hoché la tête. Elle a dit qu'elle avait entendu parler de Béatrix passant, que les femmes dans leur refuge avaient pleuré lorsque la nouvelle est tombée, qu'elle. J'ai allumé des bougies et laissé des mots dans le couloir. Je ne le savais pas. Puis elle m'a demandé ce que je voulais faire de tout ça. Ni légalement, ni financièrement, ni émotionnellement. Je lui ai dit que je ne le savais pas encore, mais je commençais à comprendre que le pardon et l'accès étaient deux choses différentes. Je pouvais pardonner-leur un jour. Peut-être, mais je ne leur devais pas l'entrée. Mlelan a alors dit quelque chose qui m'a marqué. Elle a dit, « On peut aimer quelqu'un. Et ferme toujours ta porte à clé. » Nous sommes restés assis en silence après cela. Avant. À gauche, elle m'a tendu une vieille photo. C'était celle de Béatrice debout sur le porche au refuge, entourée de femmes de tous âges. Elle semblait fière, pas d'elle-même, mais d'eux. Cette nuit-là, je l'ai encadrée. Je l'ai placée près de la porte de la chambre d'amis. Celui que je gardais verrouillé maintenant, parce que l'amour peut être silencieux, mais les limites aussi, et parfois, il sonne pareil pour des gens qui n'ont jamais connu la différence. Le lendemain, j'ai reçu une enveloppe par la poste. Sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une copie d'un formulaire d'enquête préliminaire sur la fiducie surlignée, annotée, et un post-it sur lequel était écrit « Je vérifie juste les options ». Je connaissais l'écriture de Grégory, et soudain, tous les mots de Suzanne et de Philippe se sont tus dans ma mémoire. Ils n'étaient jamais venus ici pour se reconnecter. Ils essayaient toujours d'entrer. Mais maintenant, les serrures étaient plus fortes et j'avais trouvé quelque chose d'encore plus puissant que la colère. J'avais trouvé la résolution. Je me suis réveillée dans un silence. Pas réconfortant, mais profond. On dirait qu'il retient son souffle. La maison était immobile, mais mon corps. Je savais que quelque chose avait changé. J'avançais plus lentement ce matin-là, non pas à cause de l'âge. Mais je me préparais à quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. À 9 heures, la sonnette a retenti. A sonné. Ce n'était pas l'un d'eux. C'était Harold. Il n'avait pas appelé avant, ce qui était inhabituel. Il se tenait à la porte, vêtu d'un manteau anthracite, les épaules tendues, les yeux fatigués. Je l'ai laissé entrer. Il a enlevé ses gants lentement, puis a ouvert sa mallette. Et m'a tendu un mince dossier. À l'intérieur se trouvait une copie d'un projet de plainte. Grégory avait. Je travaille avec une autre entreprise, spécialisée dans la maltraitance financière des personnes âgées. L'accusation était subtile, selon laquelle j'avais été manipulée dans ma vieillesse, que Béatrice avait été contrôlante, pensant que je n'étais peut-être pas sain d'esprit lorsque j'ai signé la version finale du trust. Ce n'était pas encore un procès, mais c'était un avertissement. Harold a déclaré que le cabinet avait. J'ai contacté un conseiller en succession à Dallas, probablement pour essayer de tâter le terrain avant d'aller plus loin. Rien de public pour l'instant, rien de déposé, mais il voulait que je le voie de mes propres yeux. Je suis resté assis avec ce papier pendant longtemps, sans colère, sans peur, juste déçu. Ce n'était pas la démarche juridique qui faisait mal. C'était l'insinuation que je n'avais pas été présent dans mes propres choix,
que mon chagrin m'avait en quelque sorte rendu incompétent. Après le départ d'Harold, je n'ai pas pleuré. J'ai plutôt ouvert le vieux bureau de Béatrix. Tiroir, et j'ai sorti le carnet qu'elle m'avait donné il y a des années, celui avec la couverture en cuir et les pages blanches. Je n'avais pas. Je l'ai touché depuis sa mort. J'ai écrit une phrase. S'ils veulent tester ma mémoire, je le ferai. Je leur ai donné chaque page. J'ai passé le reste de la journée à écrire. Pas des histoires. Pas de défense, juste des moments. Des moments qui ont prouvé que j'avais été réveillée, que j'avais été. En observant, j'ai constaté que ma mémoire était non seulement intacte, mais aussi aiguisée par la négligence. Grégory avait regardé le testament quand je l'avais mentionné pour la première fois, le changement dans sa bouche, la façon dont Suzanne avait appelé 2 fois. Une dispute seulement après avoir lu la nécrologie en ligne. La façon dont Philippe avait qualifié la maison de bien immobilier pendant. Petit déjeuner. Chaque détail est daté, chaque phrase est claire. Au crépuscule, j'avais rempli 27 pages, non pas pour les montrer à personne, mais juste pour me rappeler que personne n'aurait pu réécrire mon histoire tant que j'étais encore en vie pour tenir la plume. 2 jours plus tard, j'ai reçu une demande officielle de rencontre avec un médiateur. Le nom de Grégory n'y figurait pas, mais les initiales correspondaient à celles de l'entreprise d'Harold. Avertissement. C'était formulé gentiment, une invitation à résoudre les problèmes familiaux. Des malentendus sans recours à un procès formel. J'ai refusé. 3 heures plus tard, j'ai reçu un courriel de Philippe. Il était bref. Il disait qu'il ne savait pas ce que faisait Grégory et qu'il ne le soutenait pas. Qu'il avait toujours été le gardien de la paix. Famille, qu'il souhaitait que j'envisage de le rencontrer seul à seul, juste pour prendre un café. Je n'ai pas répondu. J'avais appris que le silence n'est pas l'absence de pouvoir. C'est présence de frontières. Ce soir-là, j'ai fait le tour de la maison et j'ai regardé chaque pièce avec un regard neuf. Non pas comme une maison, mais comme un lieu à protéger. J'ai fait une liste. Des serrures à installer. Changer, système de sécurité à mettre à jour, courrier à rediriger, voisins à prévenir. Non pas par paranoïa, mais par souci de clarté. Car lorsque quelqu'un tente de réécrire votre vérité, il ne s'arrête pas à une phrase. Il continue jusqu'à ce que la fin leur appartienne. Et je n'étais pas. Je vais laisser faire. Le lendemain matin, Mlelan m'a appelé. Elle m'a demandé si elle voulait venir au déjeuner de printemps du refuge. Elle a dit qu'il rendrait hommage à Béatrice. Un petit hommage, un banc avec une plaque. J'ai dit que je viendrais. Quand je suis arrivée, les femmes étaient déjà rassemblées, des jeunes, des plus âgées, certaines avec des bébés sur leurs genoux, certains avec des cernes dans les yeux que je reconnaissais. Ils m'ont tendu une petite enveloppe quand je suis entrée. À l'intérieur se trouvait un mot écrit par une femme que je n'avais jamais rencontrée. Il disait « Béatrice m'a sauvé la vie, et grâce à elle, je peux maintenant élever ma fille. Sans crainte. » Je l'ai plié et placé dans mon manteau. Pendant la cérémonie, je me tenais à côté du nouveau banc et j'ai tracé le nom du doigt. Béatrice Langford, une sœur, une protectrice, une femme. Qui m'a donné les outils pour reconnaître une limite comme de l'amour, pas comme une distance. De retour chez moi, j'ai ouvert la boîte aux lettres et trouvé une épaisse enveloppe provenant du cabinet d'avocat. Elle portait la mention « Confidentiel ». À l'intérieur se trouvait une déclaration sous serment que Grégory avait soumise préventivement en cas de procès. Procédure. Il était rempli de formulations polies, d'émissions stratégiques et d'une seule phrase. Cela m'a presque fait rire. Il a écrit « J'ai des inquiétudes concernant la capacité de la mère à gérer un patrimoine aussi important compte tenu de son état actuel. » Mon état actuel. Je me suis assis dans le fauteuil près de la fenêtre et je me suis murmuré cette phrase comme si c'était un poème. Puis je me suis levée et j'ai marché dans la chambre de Béatrix. J'ai pris la photo encadrée de la table de nuit. Je l'ai apportée à la cuisine, je l'ai posée sur la table et
Dis à voix haute. Qu'il voie donc quel est mon état réel, car ce n'était pas du deuil. C'était une résolution. Et chaque pas qu'il faisait pour réécrire mon histoire. Cela ne ferait que rendre le mien plus clair, plus net, plus inébranlable. Je n'avais pas fini. Loin d'être fini. Compris. Je vais maintenant écrire le chapitre 8. Je suis vos instructions à la lettre. Veuillez patienter un instant pendant que je termine. Je n'avais pas eu de nouvelles de Philippe depuis presque une semaine. Suzanne était devenue silencieuse, elle aussi. Grégory, bien sûr, n'avait jamais. Il a essayé de me joindre directement. Il préférait la paperasse et les insinuations. Mais quelque chose dans l'air semblait plus lourd, une pression s'accumulait sous la surface. La pression s'est dissipée un mardi matin. Je revenais de la boulangerie, où j'aime acheter du seigle frais et m'asseoir quelques instants tranquille avec du thé. En arrivant dans mon allée, un SUV noir était garé près du trottoir. Deux silhouettes se tenaient à côté. Philippe et Suzanne. Je n'ai pas bougé. J'ai mis le pain à l'intérieur. La maison, me suis servi une demi-tasse de thé, puis j'ai ouvert la porte et suis sorti sur le porche. Ils se sont tournés vers moi avec ce que j'imaginais. Ils prenaient pour des visages calmes, mais leurs yeux trahissaient la tempête derrière le calme. J'avais vu ce regard il y a de nombreuses années quand ils m'ont assis dans leur ancien salon. Chambre et m'a dit que je devais partir, que j'étais un fardeau, que les choses étaient différents maintenant. Philippe Chaditim Philippe fut le premier à prendre la parole. Il dit qu'il avait essayé de rester en dehors du conflit, qu'il n'avait appris que récemment ce que Grégory avait fait, que Suzanne avait rien à voir avec le cabinet d'avocats, qu'ils voulaient tous les deux simplement parler, pour trouver un moyen de tout régler avant que la situation ne dégénère. Je l'ai laissé parler. Je ne l'ai pas interrompu. Puis, Suzanne a ajouté sa contribution. Sa voix était douce, répétée. Elle a dit qu'elle me manquait, qu'elle pensait à moi depuis des années, que peu importe ce qui s'était passé entre nous, elle. Je ne voulais pas voir la famille déchirée maintenant que nous avions une seconde chance. Une seconde chance. Cette phrase flottait dans l'air comme un parfum sucré. Mais gâté. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient, pas avec des mots, juste avec mes yeux. Philippe fit un petit pas en avant. Il dit s'inquiéter de la façon dont le public percevrait cette situation, de traîner une famille. Un litige devant les tribunaux nuirait à la réputation de chacun, que les gens parlent, que les voisins le remarquent. Que peut-être si j'acceptais de partager l'héritage un peu plus équitablement. Tout le monde pouvait avancer sans hostilité. Suzanne ne dit plus un mot après cela. Elle. J'ai simplement regardé vers le bas du trottoir comme si j'étais gênée ou vaincue ou les deux. Pris une inspiration et hocha lentement la tête, non pas en signe d'accord, mais en signe de compréhension. Parce que c'était là, pas de remords, pas de réconciliation, juste un appel calculé habillé d'eux. Un langage de paix. Je leur ai dit que j'appréciais leur visite. Puis je suis rentrée et j'ai verrouillé la porte. Ils restèrent dehors quelques minutes encore. Je les observais à travers le rideau transparent. Philippe faisait les 100 pas. Suzanne s'appuyèrent contre la voiture, les bras croisés. Finalement, ils partirent. Cet après-midi-là, j'ai appelé Mlelan. Je lui ai demandé si le refuge avait encore besoin d'aide pour organiser ses archives. Elle a dit oui et m'a proposé d'eux. Je suis venue avec les cartons le lendemain matin. Je lui ai dit que je viendrais plutôt les voir. J'avais besoin de m'entourer de femmes qui avaient vu ce que j'avais vu, qui avaient appris à vivre sans être crues. Au refuge, je triais des dossiers dans un petit bureau, des dossiers remplis de notes d'admission, liste de contacts d'urgence, résumés médicaux, protection, demande. Chaque dossier était une histoire. Chacun portait l'écho des choix faits sous pression, de femmes qui ont aimé trop longtemps ou qui ont fait trop confiance. Je me suis retrouvée dans chaque dossier. Je suis restée tard ce soir-là. À mon retour, il y avait une lettre sur le marche avant, non postée, laissée à la main.
L'écriture était indubitable. Phillips. À l'intérieur, il y avait une seule page. Il disait avoir reparlé avec Grégory. Qu'il n'était pas d'accord avec ses méthodes, mais qu'il ne pouvait pas non plus l'arrêter. Que Suzanne était contrariée et ne voulait pas de choses. De devenir moche, qu'ils espéraient toujours que je changerais d'avis, que j'étais peut-être juste trop émotif en ce moment. Pour voir la situation dans son ensemble. Trop émotif, une autre phrase qui s'est accrochée comme de la cendre. J'ai brûlé la lettre, non pas par colère, mais par lucidité. Ce soir-là, je me suis assis et j'ai rédigé une autre lettre. Liste. Celle-ci ne concernait pas les serrures ou les caméras. Elle concernait l'endroit où mon pouvoir. Vécu. J'ai listé tout ce que je contrôlais encore. Mon nom, mon histoire, ma maison. Mes ressources, ma voix. Et puis j'ai écrit ce que je refusais de céder. Ma dignité, mon silence, ma peur. Le matin, je me suis rendue au centre communautaire. Et j'ai demandé si je pouvais parrainer un nouveau programme d'écriture pour les femmes de plus de 60 ans. Je leur ai dit que cela s'appellerait la deuxième voix. Un espace où personne ne dirait qu'il était trop vieux, trop doux, trop. Il fallait y croire. Ils ont dit oui. Ils m'ont offert la salle de classe du fond. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Jeudi, j'ai reçu une autre enveloppe. Cette fois, c'était formel. Une demande d'évaluation des compétences a été déposée par Grégory Langford. Il demandait au tribunal de déterminer si j'étais apte à gérer ma propriété. Mes mains ne tremblaient pas. Je posai les papiers à côté de moi et tendis la main. Pour le même carnet en cuir que j'avais utilisé auparavant, j'ai ajouté une nouvelle entrée. J'ai écrit. Aujourd'hui, mon fils a demandé à la justice de me déclarer incompétent. Mais il a oublié cela. La plénitude ne se mesure pas au papier. Elle se mesure à ce que vous refusez encore de croire. Je me suis rendu. Puis j'ai fermé le livre et j'ai fait du thé. Le vent dehors s'est levé. Les feuilles raclaient le porche comme de petites. Rappelle que les saisons changent sans permission. Mais même en hiver, certains. Les choses restent ancrées. J'en faisais partie désormais. Ancré, mais pas figé. Immobile, mais pas. Silencieux. Prêt. Très près. Le matin du. En entendant, je me suis réveillé avant l'aube. Je n'avais pas besoin du réveil. Mon corps était déjà alerte, comme c'était le cas les jours où je devais défendre un contrat commercial ou parler devant un conseil d'administration sceptique. Mais ce n'était pas une affaire. C'était personnel, et pas au sens où il l'entendait. Il ne s'agissait pas d'héritage, mais de l'érosion silencieuse du respect. Il faisait froid au palais de justice, malgré le soleil printanier qui tentait de s'infiltrer par les hautes fenêtres. Je portais un manteau de laine sombre. Le même que j'avais porté aux funérailles de ma sœur. Non pas parce que j'étais en deuil, mais parce que cela me rappelait la force. Ça sentait encore légèrement son parfum. Doux lilas, un parfum qui m'a fait me sentir moins seule. En entrant dans la salle d'attente, j'ai immédiatement vu Grégory. Il ne m'a pas salué. Il se tenait debout, pressé. Costume gris parlant à une femme que je ne reconnaissais pas, une jeune avocate peut-être, ou un assistant. Il avait un dossier à la main, et cette même expression de tort qu'il arborait à. Il y a des années, à la mémoire de son père. Quand je lui ai demandé s'il avait parlé à Suzanne récemment, il m'a répondu en faisant semblant de ne pas entendre. Philippe et Suzanne arrivèrent 5 minutes plus tard. Elle était toute en noir. Ils portaient un veste bleu marine au col suramidonné. Leur allure était soignée, réfléchie, comme coordonnée, comme si faire le deuil de quelque chose à l'avance. Mon avocat, maître Desnains, un homme discret. Avec un regard perçant, il avait examiné la pétition en détail. Il m'a dit que cette affaire n'était pas typique. Il ne s'agissait pas d'un comportement erratique ou d'une déficience réelle. Grégory avait articulé cela autour de l'instabilité émotionnelle, citant mes récentes décisions.
en détresse, y compris des dons importants et de nouveaux projets communautaires. On sous-entendait que j'étais manipulée ou en train de m'effondrer. Mais ce n'était pas le cas. Celui qui se dénoue. Cela viendrait plus tard. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Le juge, le regard las et la voix posée, demanda aux parties de prendre la parole à tour de rôle. L'avocat de Grégory se leva en premier. Elle était confiante, sereine. Elle m'a dépeinte comme une femme accablée de chagrin, isolée, vulnérable. Elle a fait référence à l'annulation du fonds fiduciaire, au retard de rénovation du logement familial. Elle a dit que c'était des signes d'impulsivité. Mon âge avancé. Et un deuil récent a obscurci mon jugement. Elle n'a jamais dit vieille femme, mais... Les mots restèrent suspendus dans la pièce. Puis Desnains se leva. Il parla clairement. Il fait référence à mes décennies de travail, à mon historique financier propre, à la documentation de tous les dons et projets récents. Il a souligné que la compétence n'était pas une sentiment. C'était une norme, et je l'avais clairement respectée. Puis, de manière inattendue, il a appelé un témoin, Mlelan. Elle s'avança dans son jean et son blazer habituel, pas habillée pour impressionner. Habillée pour tenir bon, elle parlait calmement de notre séjour au refuge. Elle a dit que j'avais offert non seulement de l'argent mais aussi une structure, un nouveau programme construit à partir d'eux. Une égratignure, une présence constante, un mentor pour d'autres femmes, une force, dit-elle, un phare. Grégory remua sur son siège. Philippe baissa les yeux. Suzanne regarda droit dans les yeux. Moi. Le juge a demandé une brève pause. Nous sommes sortis dans le couloir. Je pris une gorgée d'eau et observé la lumière se déplacer sur le sol carrelé. C'était étrangement un silence de plomb pour un palais de justice. Seul le bourdonnement lointain d'une photocopieuse et les talons de quelqu'un. Tapotement passé. À notre retour, le juge a résumé les déclarations, a noté l'absence. Preuve médicale et a conclu qu'il n'y avait aucun motif juridique de remettre en question ma compétence. La requête a été rejetée. Mais la victoire ne m'a pas soulagée. Pas tout de suite. Grégory ne m'a pas regardé comme. Il est parti. Philippe l'a fait, juste une seconde. Il y avait quelque chose de creux dans ses yeux. Ni regret, ni colère, juste de la distance. Suzanne s'attarda. Tandis que les autres tournaient au coin de la rue, elle fit un petit pas vers moi. Elle a dit doucement qu'elle n'avait pas su que Grégory avait déposé la motion jusqu'à la nuit précédente, qu'elle n'était pas d'accord avec cela, qu'elle était désolée, mais qu'elle ne s'excusait pas pour ce qu'elle avait fait, seulement pour ce qu'elle avait laissé se produire. J'ai hoché la tête. Une fois, ne pas pardonner, ne pas accepter, juste reconnaître. Puis je me suis détournée. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et je me suis assis dans le jardin. L'air était cool. Le vent caressait les bords de la clôture et faisait bruisser les feuilles comme du vieux papier. J'ai pensé à ma sœur de l'époque. Nous avons planté le citronnier dans un coin. Nous avons ri tous les deux, car nous ne savions pas ce que nous faisions. Il avait poussé. Tordue mais forte comme la plupart des femmes que je connaissais. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon carnet. Encore une fois. J'ai écrit aujourd'hui que j'ai été déclaré entier par des inconnus. Mais j'étais déjà entier avant qu'ils ne le disent. Ce qu'ils ont fait, c'est lui donner un nom. Ce que je dois faire maintenant, c'est le vivre. J'ai bien dormi cette nuit-là pour la première fois depuis des semaines. Pas de rêve, pas de nœud dans la poitrine, juste le calme. Mais même à ce moment-là, je savais que l'histoire n'était pas terminée, car Grégory avait joué son rôle. Première vraie carte, et les hommes comme lui s'arrêtaient rarement après une seule. Il avait échoué. Mais les gens comme lui revenaient souvent non pas avec la loi, mais avec quelque chose de pire. Des sourires, de nouveaux projets cachés, des projets déguisés en soucis. Et j'étais prêt pour tous. Les jours qui ont suivi l'audience ont été empreints d'un silence étrange. Il y avait pas d'excuses, pas d'appel téléphonique de Grégory,
Pas même un message générique pour faire semblant. Civilité, juste absence. Un silence qui ne ressemblait pas à la paix. Mais comme un calcul. Ce n'était pas fini. Je le savais. Pourtant, j'ai repris mes habitudes. J'ai fait le tour du jardin. J'ai passé en revue les plans de la communauté avec Mlelan. J'ai fait des dons discrets. J'ai cuisiné. Encore une fois, non pas parce que j'y étais obligée, mais parce que le rythme me rappelait que la vie pouvait être façonnée avec douceur et soin. C'était la paix d'éplucher lentement les carottes, de sentir l'odeur du romarin sur les pommes de terre rôties, de savoir exactement combien. Un citron, une source nécessaire. Puis l'enveloppe est arrivée. Pas d'adresse de retour, pas d'écriture manuscrite. Juste une étiquette imprimée avec mon nom et un tampon déjà décoloré. Je l'ai ouvert dans Cuisine. À l'intérieur, il y avait une seule page, une feuille de calcul, une photocopie, visiblement des dizaines. Des lignes d'articles, des numéros de compte, des codes de transaction, des transferts d'un. Confiance dans un compte Shell secondaire, date, montant. J'en ai reconnu un. C'était un fonds que j'avais clôturé des mois plus tôt, auquel Grégory avait accès. En tant que cobénéficiaire bien avant de réécrire mon testament. La signature à côté. Le transfert final n'était pas le mien, et il n'était pas récent. Il datait d'il y a 3 ans. Je me suis assis sur le banc près de la fenêtre de la cuisine. J'ai regardé les chiffres. Mes mains étaient stables, mais ma respiration était instable. Je ne comprenais pas tout. Je n'avais pas encore compris, mais j'en avais assez compris. Ça n'avait pas commencé avec la mort de ma sœur. Grégory. Je m'y étais préparé bien avant. Le lendemain, j'ai demandé à Mlelan de me rencontrer. Nous nous sommes assis au café près du refuge, loin des visages familiers. J'ai glissé le. Elle l'a lu en silence. Ses sourcils se haussèrent, puis se froncèrent. Elle n'a rien demandé. Elle n'en avait pas besoin. Nous comprenions tous les deux ce que cela impliquait. Ce n'était pas du désespoir. C'était de l'architecture. Soigneuse, silencieuse, superposée comme un ouvrage de briques. Elle m'a demandé si je voulais intenter une action en justice. J'ai secoué la tête. Pas encore. Pas encore. Parce que je craignais le conflit, mais parce que j'avais besoin de plus que d'une accusation. J'avais besoin. Clarté. J'avais besoin de vérité. Alors, j'ai appelé Ashb. Ce n'était pas mon premier. Avocate, mais une femme avec qui j'avais travaillé il y a des années sur une subvention de fondation. Intelligente. Jeune, avec un don pour les chiffres. Elle m'a retrouvé ce week-end-là avec un ordinateur portable et un regard. Cela dit, elle n'était pas là pour siroter du thé et me réconforter. Elle était là pour enquêter. Il lui a fallu 2 heures pour retracer les connexions. Grégory avait ouvert 3 comptes sous des pseudonymes, chacun lié à des fiducies ayant appartenu à la succession de mon défunt mari. 2 d'entre eux déjà étaient liquidés et dispersés. La 3e est restée ouverte, dormante, avec un peu moins de 200 000 $ à l'intérieur. Tout était légal sur le papier, mais les signatures étaient falsifiées. Et le timing, des années avant le décès de ma sœur, approuvé. Il ne s'agissait pas d'héritage. Ce n'était pas une déception transformée en opportunisme. C'était une stratégie. Et elle ne travaillait pas seule. Ashby se pencha en arrière, tapota l'accoudoir avec son stylo et le dit franchement. Grégory et Philippe avaient été. Manipulaient mes comptes depuis des années. La seule raison pour laquelle cela n'avait pas été révélé plus tôt était que leur modification était progressive. Ils comptaient sur ma confiance, sur ma distance. Ils avaient compté sur moi. Vieillissant tranquillement. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Je l'ai remercié. J'ai emballé les documents. Je suis rentré à pied. Ce soir-là, j'ai sorti les lettres de ma sœur m'avait écrit durant sa dernière année. Elle en savait plus qu'elle ne le disait. Je lis maintenant entre ces lignes, et
J'ai réalisé avec quelle douceur elle avait essayé de m'avertir. J'avais pris sa prudence pour de la gentillesse. J'avais supposé que le danger était à l'extérieur, pas à l'intérieur. Et puis j'ai réalisé le pire. Ce n'était pas le vol. C'était à quel point c'était devenu naturel pour eux. Avec quelle facilité ils avaient. Assis dans mon salon, avec quelle liberté ils m'avaient serré dans leurs bras, avec quelle rapidité ils avaient utilisé le mot « maman », comme s'ils n'avaient jamais été blessés. Je me tenais dans le couloir, regardant, devant le portrait de famille d'il y a des décennies. Mes 3 enfants, jeunes, innocents, des yeux brillants à cause du soleil et du soda. Je ne les reconnaissais presque plus. Le lendemain matin, je me suis rendue chez le notaire. J'ai révoqué les documents précédents. Grégory avait tenté de manipuler. J'ai transféré la surveillance des fiducies restantes à un fiduciaire indépendant. Groupe. J'ai restructuré le financement de mon travail au refuge, en plaçant chaque projet sous le nom des nouvelles femmes que j'accompagnais, afin que rien ne puisse plus être touché en mon nom. J'ai alors passé l'appel. Grégory a décroché. J'ai dit une phrase. À partir de maintenant, tout passe par là. Voie légale. Il n'a rien dit. J'ai raccroché. Ce fut l'adieu le plus silencieux que j'ai eu. Jamais donné et le plus propre. Cet après-midi-là, je suis retourné au centre communautaire. Mlelan m'a retrouvé aux portes. Son expression était indéchiffrable. Je lui ai tendu une copie de la restructuration. Elle l'a regardée. Puis elle m'a regardé et, pour la première fois depuis des semaines, elle sourit. Mais ce n'était pas de la joie. C'était du respect et peut-être un peu d'admiration. Et pour la première fois depuis le début, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Du pouvoir. Pas le genre à contrôler les gens. Le genre à se protéger. Le genre qui n'a pas besoin de crier pour être entendu. Le genre qui reconstruit. Tranquillement, délibérément, comme éplucher des carottes dans une cuisine silencieuse. C'est comme replanter un citronnier tordu et savoir que cette fois-ci, vous lui donnerez l'espace pour pousser à l'état sauvage. La semaine qui a suivi la finalisation de la restructuration juridique a été la plus calme que j'ai connue à la maison depuis des années. Pas de mais, pas de visite inattendue, pas de coup doux à la porte, suivi d'excuses mielleuses ou de faux sourires. C'était comme si l'air lui-même avait changé, débarrassé de quelque chose de lourd et d'invisible. Je me suis quand même réveillée tôt, par habitude plus que par nécessité. L'aube était fraîche. Le ciel était doux, le brouillard s'engouffrait dans les arbres derrière ma maison. J'ai fait du café. Comme je l'aimais. Je me tenais pieds nus sur le porche arrière, respirant l'odeur âcre du pain et le silence. J'avais l'impression gagner, mais la guérison n'est jamais linéaire. Ce mercredi-là, j'ai reçu un colis. Non. Non, aucune note. À l'intérieur se trouvait une photo, l'ancien. Moi, Grégory et Philippe lors d'un voyage d'été au lac Lagna, il y a peut-être 25 ans. Les garçons souriaient. Moi aussi. Je me souvenais encore du coup de soleil sur mon cou. Et la façon dont Grégory m'avait aidé à monter dans le canoë, car mon genou s'était enflammé ce matin-là. C'était une bonne journée, une vraie. Je n'ai presque pas compris pourquoi il avait été envoyé jusqu'à ce que je le retourne. Au dos, écrit à l'encre bleue de la main de Grégory, se trouvaient les mots suivants. On n'a pas toujours été comme ça. Cette phrase m'a profondément blessée. Parce que c'était vrai. Il n'avait pas toujours été cruel. Il n'avait pas toujours regardé comme un obstacle à ce qu'il voulait. Il y avait des années durant, nous étions une famille. Nous rions, nous pleurions. Nous cohabitions. Avec amour. J'étais la première vers qui il courait quand il s'écorchait les genoux. Leur est brisé le cœur. Je n'étais pas un inconnu à l'époque. J'étais leur boussole. Je me suis assis. Avec cette photo sur mes genoux et je me suis laissé ressentir tout cela. Le chagrin, la culpabilité, la
Douleur persistante de quelque chose qui était mort lentement, non pas avec un fracas, mais avec 1000 petites coupures au fil du temps. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai rejoué. Des souvenirs comme un vieux disque, ceux que je ne m'étais pas permis de revisiter depuis des années, non pas parce qu'ils me faisaient mal, mais car ils me rappelaient qui nous étions avant que la trahison ne s'installe entre nous. Le lendemain matin, je leur ai rendu visite. Le jardin communautaire. Mlelan était déjà là, s'occupant des massifs de menthe. Elle leva les yeux, vit mon visage et ne dit rien. Au lieu de cela, elle me tendit une paire de gants et m'a montré une parcelle de lavande à tailler. J'ai travaillé à ses côtés en silence. Le soleil était chaud. Sur mon dos. La terre était molle, et à chaque coup de cisaille, je sentais quelque chose en moi commençait à se calmer. Au bout d'une heure, elle parla enfin. On peut les pleurer sans les laisser revenir. Elle n'avait pas besoin d'expliquer. Je comprenais. Le cœur est vaste. Il peut gérer le deuil et les limites en même temps. Ce week-end-là, la Fondation organisait son dîner annuel. Je l'avais presque oublié. C'était un petit affaire, pas formel, juste des donateurs et des bénévoles réunis dans la vieille grange. Transformée en espace événementiel. Je portais une robe bleu marine que j'avais failli donner. J'ai épinglé les cheveux relevés comme je le faisais quand j'avais 40 ans. Quand je suis arrivée, la pièce est devenue silencieuse pendant un moment. Puis ils ont applaudi. Pas pour moi, pour le travail. Pour un refuge qui avait ouvert 2 nouvelles ailes sous la direction des femmes que j'avais encadrées. Pour le fonds de bourse, qui portait désormais le nom de ma sœur, pour la révolution tranquille qui s'était produite dans ville qui pensait autrefois que les femmes comme moi étaient destinées à rétrécir et à disparaître. J'ai fait un petit discours, juste un merci, rien de grandiose, juste de la gratitude. Après cela, une femme du programme est venue me voir. Elle s'appelait Alicia, la trentaine avancée, la voix douce et féroce. Elle avait fui un mariage violent 2 ans auparavant, avec rien d'autre qu'un sac de sport et un enfant en bas âge. Elle m'a pris la main et elle a dit, « Tu m'as donné la carte. » Je l'ai parcourue à pied. J'ai serré ses doigts et murmura, « Non, c'est toi qui as construit la route. » Sur le chemin du retour, je ressentis la plénitude de quelque chose que je n'avais pas nommé auparavant. Ce n'était pas un triomphe. Ce n'était pas une vengeance. C'était une sorte de paix qui ne venait pas du fait de se venger, mais du fait de se libérer. Je n'avais plus besoin de Grégory ou de Philippe pour me voir. Je me voyais. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie sur le rebord de la fenêtre, une tradition que ma sœur et moi avions commencée quand nous étions enfants. À l'époque, cela signifiait que quelqu'un rentrait à la maison. Maintenant, cela signifiait que j'étais à la maison avec moi-même. La flamme vacillait, et j'ai regardé autour de moi dans le salon. Il n'y avait aucune photo de mes enfants, non pas par amertume, mais simplement clarté. J'avais désormais de la place pour autre chose, pour de nouveaux chapitres, pour de vieux rêves. Ravivés, pour un rire qui n'était pas conditionné. Je ne savais pas ce que les dernières pages de mon histoire me réserveraient, mais je le savais. Il serait à moi. Le lendemain du dîner de fondation. J'étais assis à la même table de cuisine où j'avais autrefois attendu des lettres qui n'arrivaient jamais. La lumière du soleil perçait. Fenêtre comme toujours. Mais tout semblait différent. Non pas parce que le monde avait changé, mais grâce à moi. Je versais mon café lentement, savourant la chaleur dans mes mains. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus de tension. Je chevauche mes épaules, pas de poids sur ma poitrine, juste le souffle, juste la présence. Le téléphone a sonné. J'ai laissé tomber la messagerie. Ça arrivait plus souvent ces derniers temps. De vieilles connaissances m'appelaient. Dire qu'ils avaient vu quelque chose à mon sujet dans les nouvelles locales, mon nom sur un panneau communautaire, mon visage dans un newsletter. Mais les messages étaient différents cette fois-ci.
Il n'y avait aucune trace. Des ragots, pas de curiosité teintée de pitié, seulement de la gentillesse ou quelque chose qui s'en rapproche. Je n'ai pas rappelé. Je n'en avais pas besoin. Cet après-midi-là, je me suis promenée seule dans le jardin. Les rosiers avaient commencé à fleurir. Refleuris, un peu tard pour la saison, mais magnifique tout de même. Je me suis arrêtée à le carré de lys que j'avais planté la semaine suivant la dernière visite de Philippe. C'étaient des fleurs discrètes, sans éclat, juste. Stable comme moi. Mlelan m'a rejoint vers 15 heures. Elle n'a pas dit grand-chose, elle est juste passée. Une serviette pliée avec un biscuit à l'intérieur. J'ai souri. C'était de l'avoine au raisin sec, mon favori. Elle le savait sans même le demander. Nous nous sommes assis sur le banc près du cerf et j'écoutais le vent bruisser dans les arbres. Je lui ai dit que je pensais faire un voyage. Pas m'échapper, ne pas disparaître, juste parce que je le pouvais, parce qu'il y avait un monde au-delà. Les 4 murs de mon chagrin, parce que je voulais me réveiller dans un nouvel endroit et goûter de nouvelles choses et peut-être rencontrer des gens qui ne connaissaient pas mon histoire et qui n'essaieraient pas de la réécrire. Elle hocha la tête, comme si elle s'y attendait. Elle m'a dit que les lilas me manqueraient. Je lui ai dit que je laissais des instructions, et voilà. Ce soir-là, j'ouvris le vieux cèdre. Un coffre au pied de mon lit. À l'intérieur se trouvaient des lettres de ma sœur, jaunies mais toujours intactes. J'ai lu celle qu'elle avait écrite la semaine précédant son décès. Son écriture. Penchée, précipitée. Elle avait toujours écrit comme si elle poursuivait une pensée auparavant. Il a disparu. Elle a écrit que l'amour n'était pas quelque chose que l'on accumulait. C'était quelque chose que l'on plantait. J'ai replié la lettre soigneusement et refermé le coffre. Elle avait raison. Je n'avais pas tout perdu. J'avais simplement fait de la place. Les jours suivants se passèrent dans le calme. Mouvement. J'ai donné des cartons de choses dont je n'avais plus besoin. Des vêtements que je n'avais pas portés. Années. Des bibelots qui avaient autrefois eu une signification, mais qui maintenant semblaient poussière. J'ai gardé ce qui a déclenché une émotion. Mon passeport, étonnamment, était toujours valide. J'ai réservé ce voyage, juste une semaine, sur la côte du Maine. J'avais toujours rêvé de la voir. L'automne. La veille de mon départ, j'ai traversé la maison lentement, pas aussi. Un adieu, mais un remerciement. Chaque pièce portait un morceau de mon histoire. La joie, le silence, la douleur et maintenant la paix. Je m'arrêtai dans le couloir devant la chambre d'amis. Sur l'étagère se trouvait un tableau encadré. Photo du gala de la fondation. Moi, Mlelan, Alicia et les bénévoles. Les sourires étaient réels, pas parfaits, mais pleins. J'ai éteint la lumière et laissé. L'obscurité s'installa. Le lendemain matin, je partis avant le lever du soleil. L'air était vif. La route s'étendait devant moi comme une promesse. Alors que je quittais l'allée, je n'ai pas regardé en arrière parce que je n'avais plus besoin du passé pour définir. Moi. J'étais enfin rentré chez moi, et j'étais libre. Avez-vous déjà atteint un point dans votre vie où lâcher prise était la seule voie à suivre? Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutent ont porté des blessures silencieuses, le genre de blessures qui n'ont jamais meurtri la peau, mais qui ont laissé des marques. Tout de même. Si cette histoire fait l'écho à quelque chose en vous, j'espère que vous n'oubliez pas que la paix n'est pas quelque chose que les autres vous donnent. C'est quelque chose que vous choisissez, une décision à la fois. Si cela, je t'ai parlé d'une manière ou d'une autre, reste un moment. Il y a d'autres histoires comme celle-ci et peut-être, juste peut-être, l'un d'entre eux vous aidera à écrire votre propre fin.